Depuis plus de 30 ans, le télescope spatial Hubble tourne autour de la Terre. C'est un des instruments scientifiques les plus complexes construits par les humains. 10 tonnes de technologie pour scruter l'univers. Le 13 juin 2021, Hubble interrompt brusquement les communications qui le relient au sol. Victime d'une anomalie majeure, il plonge dans un coma électronique. Les ingénieurs de la NASA tentent de comprendre ce qui vient de se passer. C'est difficile pour moi lorsque Hubble a un problème. Il y a beaucoup de stress et d'inquiétude, car je ne veux pas que Hubble meure. Hubble, c'est notre œil dans le ciel. Il a tissé un lien unique entre l'univers et nous. Il nous a fait découvrir les pouponnières cosmiques où les étoiles naissent. Il nous a montré d'étranges nébuleuses et des galaxies élégantes. Il a mené une quête jusqu'aux ultimes frontières du cosmos pour déverrouiller les secrets de l'univers. Mais pour qu'Hubble puisse accomplir sa mission en orbite, il a fallu déployer beaucoup d'énergie. 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. C'est l'un des projets les plus ambitieux de notre époque. Quickly, we got 4 minutes on this pass. Hubble, c'est 4 décennies d'aventure humaine, jalonnées d'échecs et de succès. Que s'est-il passé? L'enquête ne fait que commencer. Les problèmes d'Hubble sont terminés. Hubble est devenu la star des étoiles. Discovery, go for Hubble release. En 1995, Mark Dickinson est un jeune astrophysicien. Il a l'étrange idée d'utiliser Hubble pour scruter une zone du ciel apparemment vide et si sombre que les télescopes terrestres n'y voient que des ténèbres. Pendant 10 jours, Hubble reste braqué sur ce petit coin de ciel. Un par un, il va capturer des grains de lumière. Ils ont voyagé pendant des milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Sous les yeux émerveillés de Mark, l'univers s'allume peu à peu. Il y a près de 3000 galaxies lointaines dans cette toute petite partie du ciel que nous avons observée avec le télescope spatial Hubble. Je les connaissais presque toutes par cœur. Cette image-là, quand je commence à la montrer dans mes conférences, ce qui tue toujours les gens, c'est qu'évidemment, les gens sont attirés par les gros trucs. Ils disent « Ah ouais, c'est des galaxies, il y a beaucoup d'étoiles, tout ça. » Je dis « Oui, mais vous savez, le petit point, là, le petit Ratchacha qui est là, et le petit Ratchacha, c'est aussi une galaxie. Et celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. » Et alors là, vous avez tous les gens, ils sont là « Ah ouais !» Chaque point, c'est une galaxie. Elle-même composée de dizaines de milliards d'étoiles. Et autour de la majorité d'entre elles, gravitent des planètes. Votre regard embrasse des centaines de milliards de mondes. Et pourtant, Hubble n'a capturé ici qu'une infime partie du ciel, grande comme un grain de riz, tenu à bout de bras. Si on étirait cette image afin de couvrir le ciel en entier, on obtiendrait pour l'ensemble de l'univers environ 100 milliards de galaxies.
Quand on commence à comprendre ce qu'on voit, ça donne un peu le vertige. Et puis quelque part, c'est un vertige qui n'est pas désagréable de se rendre compte qu'on est dans un univers qui est gigantesque. Il y a une beauté aussi dans ce côté-là. Cette image est étonnante. Elle vous donne une idée de l'ampleur de l'univers. Elle apporte à la fois de la connaissance scientifique et des émotions. Cette image extraordinaire, c'est le Deep Field, le champ profond. C'est l'une des 20 000 images que Hubble a produites. Elles permettent à chacun d'entre nous de contempler l'univers depuis la Terre. Le projet d'envoyer un télescope dans l'espace a démarré juste après la Deuxième Guerre mondiale. Lyman Spitzer, un des plus grands physiciens américains, fait le rêve d'ouvrir une fenêtre sur l'univers pour l'humanité tout entière. En 1946, il a écrit un projet confidentiel sur les capacités de grands télescopes au-dessus de l'atmosphère terrestre et ce qu'ils pourraient apporter. Spitzer avait compris que pour offrir aux terriens une vision parfaite de l'univers, il fallait s'affranchir des perturbations de l'atmosphère terrestre. Donc la solution, c'est de prendre un télescope de haute qualité et de l'envoyer dans l'espace. Et c'est ce que nous avons fait avec Hubble. Les difficultés pour fabriquer un télescope spatial et le mettre en orbite autour de la Terre sont immenses. David Lecron est l'un de ces 200 000 humains qui ont consacré une partie de leur vie à rendre possible le rêve de Lyman Spitzer. Ça a été ma passion. Ma femme dit qu'Hubble est comme mon enfant. C'est vrai, il a été tout pour moi. Hubble, c'est avant tout une incroyable aventure humaine que David Lecron a vécue intensément. Pendant 30 ans, il a dû relever de nombreux défis et surmonter des crises profondes. J'ai fait mon travail avec plaisir dès les débuts d'Hubble, parce que je croyais au rêve scientifique de Lyman Spitzer. C'était faisable avec notre technologie, et les retombées pouvaient être immenses pour la science. En 1970, la NASA démarre le projet sous le nom de code Large Space Telescope. Les attentes des scientifiques sont énormes. Le grand astronome Carl Sagan pressent déjà que Hubble va être une révolution majeure. Le télescope spatial est une grande aventure intellectuelle pour nous tous. Il va nous éclairer non seulement sur le cosmos, mais aussi sur nous-mêmes. Le Large Space Telescope aura un objectif majeur en s'attaquant à l'un des grâles de l'astronomie. Mesurer précisément la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. En effet, un des plus grands astronomes américains, Edwin Hubble, découvre en 1930 que notre univers se dilate. Il devient de plus en plus vaste. Le Large Space Telescope s'appellera donc Hubble et il va continuer les travaux de son père spirituel, Edwin Hubble. Mais en 1974 apparaît un premier écueil. Le budget nécessaire est colossal, plusieurs milliards de dollars. Grâce au soutien financier de l'Agence spatiale européenne, le projet peut continuer. Au début des années 80, la NASA fait un choix crucial pour l'avenir d'Hubble. Il va être conçu pour être réparable en orbite par des astronautes. La navette spatiale en était au tout début de sa conception. L'idée de marier les deux, cela semblait évident. Ainsi, tant qu'il y aura des navettes spatiales pour acheminer les missions de dépannage, Hubble pourra rester indéfiniment en orbite. En 1983, la construction commence. Les ingénieurs doivent relever d'énormes défis. Hubble doit être parfaitement stable pour pointer la même cible pendant plusieurs jours et faire des images nettes en pause longue, comme pour le Deep Field. Une telle stabilité n'a jamais été atteinte sur Terre, et encore moins dans l'espace, à une vitesse de 27 000 km/h. La NASA se tourne alors vers ceux qui utilisent déjà des satellites équipés d'un système de pointage très précis.
La Défense nationale avait déjà développé des satellites espions dont le but était de regarder vers la Terre plutôt que vers les étoiles. En échange des technologies dont la NASA a besoin, l'armée américaine impose que ces satellites espions, les Keyhole, puissent être dépannés par la future navette spatiale. Donc la soute de la navette spatiale, si elle fait 18 mètres sur 4, ce n'est pas par hasard. C'est exactement la taille qu'il faut pour transporter un satellite Keyhole. La taille du Keyhole a donc déterminé la taille de la soute, ce qui a en conséquence déterminé la taille maximum des télescopes civils transportables par la navette. Les rares schémas du Keyhole confirment une nette parenté entre ces satellites espions et Hubble. Grâce à ce partenariat secret, la conception d'Hubble accélère. En 1986, la NASA annonce qu'Hubble est enfin prêt. C'est un beau bébé de 11 tonnes et de 13 mètres de long, la taille d'un autobus. En attendant d'être envoyé vers les étoiles, il est stocké à l'abri des poussières, dans une immense salle blanche en Californie. Mais à l'autre bout des États-Unis, un événement dramatique va faire rebondir le destin d'Hubble. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. I was sitting. J'assistais à une réunion sur le projet Hubble. Quelqu'un a frappé à la porte et a dit « Il y a un problème avec la navette ». Et nous nous sommes tous précipités pour regarder l'écran. Je me souviens avoir vu de gros panaches de fumée dans l'air. Le 28 janvier 1986, 73 secondes après son décollage, la navette Challenger explose avec à son bord 7 astronautes. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We will report more as we have information available. Et donc c'était juste ahurissant. Comment cela avait-il pu arriver? C'était profondément triste. Et bien sûr, c'était un revers majeur pour le programme de la navette. Nous nous sommes tous dit, eh bien, nous n'allons pas lancer Hubble de sitôt. Oublions ça. Et cela s'est avéré être prophétique. Devant l'ampleur de la catastrophe, la NASA doit revoir en profondeur les propulseurs de ses fusées. Les navettes sont clouées au sol. La route des étoiles se referme. Hubble va rester dans son hangar pendant plus de 3 ans. Ce répit va être secrètement mis à profit. Un de mes dictons personnels, c'est que même le nuage le plus sombre a une petite ligne claire. Honnêtement, Hubble n'était pas tout à fait prêt à être lancé en 1986. Il restait encore du travail à faire. J'ai lancé un programme secret d'amélioration. On en a fait beaucoup, alors qu'officiellement Hubble était prêt à partir. Nous attendions juste le lancement. Et donc, nous avons pu envoyer un Hubble plus parfait. Une petite compensation pour la tragédie de Challenger. Houston, MS-1, radio check, over. MS-1, Houston, you're loud and clear. Good morning, Bruce. Enfin, le matin du 24 avril 1990, alors que les navettes ont repris leur vol depuis 1 an, la navette Discovery est prête à décoller avec Hubble replié dans sa soute. À Cap Canaveral, les médias du monde entier attendent le décollage. Hubble fait la une de tous les journaux. Le télescope spatial Hubble va rendre tous les livres d'astronomie obsolètes. Rien de comparable à Hubble n'a été fait auparavant. Très vite, l'univers vu par les astronomes va devenir plus grand et plus clair.
Il y avait une excitation énorme, et franchement, beaucoup trop de publicité autour de ce que Hubble allait pouvoir faire. Et j'ai réalisé que j'étais l'une des personnes qui allait devoir tenir ses promesses. Alors je me disais que peut-être, nous ne devrions pas autant bomber le torse avant que nous ne soyons là-haut et que tout marche vraiment. Todd Lauer est astrophysicien. Il a travaillé sur la conception de la caméra principale d'Hubble. C'était une journée extraordinaire. C'était très excitant. J'ai grandi en m'intéressant au programme spatial. J'ai suivi la conquête de la Lune. Mais je n'avais jamais vu de lancement de fusée. Et je me retrouvais là, à Cap Canaveral, avec la navette sur le pas de tir. Et j'ai réalisé que c'était un instrument scientifique sur lequel j'avais travaillé et que j'allais utiliser. J'étais comme un fou. C'était un spectacle incroyable. Habituellement, la navette transporte 7 astronautes. Mais cette fois-ci, pour économiser du carburant et réduire la charge, ils ne seront que 5. C'est à Charles Bolden, le pilote de la navette, qu'incombe la tâche d'emmener Hubble le plus haut possible, au-delà des perturbations de l'atmosphère terrestre. Hubble était une mission incroyable. La nuit avant le lancement, on s'est demandé ce qu'Hubble allait découvrir. Nous n'en avions pas la moindre idée. Nous savions juste que ça allait être quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant. T-minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mission Control, Houston. Roll program. Roger, roll, Discovery. Quiconque assiste au lancement d'une navette ne peut être qu'ému par cette expérience. C'est magnifique à voir. Le son est fort, tout votre être vibre. Standing by for SRB separation. And both solid rocket boosters have separated. Hubble doit être mis en orbite à 600 km d'altitude. C'est la première fois qu'une navette tente d'aller aussi haut. Les gens de la navette disent toujours qu'ils n'ont plus de marge de sécurité. Je sais qu'ils mentent. Alors je retourne négocier pour qu'ils poussent un peu plus. On a poussé jusqu'à ce qu'on soit en panne de carburant. On a mis le pied au plancher. Discovery Houston, you have a go to open the doors. Houston, Discovery. Discovery, your go for umbilical disconnect. We copy that. Go for umbilical disconnect. It's firm. Hubble n'est plus alimenté que par ses seules batteries. Les panneaux solaires doivent impérativement prendre le relais. Les panneaux solaires ont commencé à être déployés. Au quart du chemin, ils se coincent. Hubble a absolument besoin des panneaux solaires pour alimenter son chauffage. La température dans l'espace est de moins 180 degrés. Ce froid extrême va bientôt endommager irrémédiablement ces délicats circuits électroniques. La tension monte au centre de contrôle. Les ingénieurs cherchent des solutions informatiques. The other thing I need an answer to is if I can go ahead and commit to EVA if whatever they're about to do fails. Okay, flight, I'll come back with the answer. I need answers now. En cas d'échec des ingénieurs, le chef de mission demande à 2 astronautes de se préparer pour sortir rapidement dans l'espace, débloquer les panneaux solaires. Just quickly, we got 4 minutes on this pass. Enfin, les ingénieurs pensent entrevoir la source du problème. Les fragiles panneaux solaires pourraient être bloqués par un logiciel chargé d'éviter un déploiement trop brutal. Le centre de contrôle décide alors de tenter de déployer les panneaux solaires en désactivant ces systèmes de protection. Ils en ont longuement discuté, car s'ils se trompaient, nous risquions de déchirer les panneaux solaires.
Okay, Houston, we see motion. Hubble est sauvé. It's fully deployed. Enfin, ce sont les ultimes tests. Rendezvous, we're go. Fido, go. Eagle, go. Ecom, go. Max, go. PRS, go flight. EVA, we're go. Sergeant, you're still go? Go. Payloads, waiting on you. Discovery, go for Hubble release. Okay, we have a go for release and we're going to be a minute late. Okay, Charlie. Hubble est autonome, pour la première fois. C'est à 3h38 au-dessus de la cordillère des Andes qu'il fait ses premiers pas dans l'espace. Et je me souviens d'avoir regardé ce télescope incroyable, tout brillant. C'était l'une des choses les plus spectaculaires que j'ai jamais vues. C'était vraiment excitant. Une semaine plus tard, alors que le monde entier attend les premières images, Hubble est victime de nombreuses pannes. L'une d'entre elles est très inquiétante. Hubble est incapable de pointer correctement une cible. Il oscille périodiquement. Toutes les 95 minutes, nous faisons le tour de la Terre. Donc, pendant environ 45 minutes, nous sommes au Soleil. Et ensuite, pendant 45 minutes, nous sommes dans l'ombre de la Terre. Cela provoque de très grandes variations de température et les panneaux solaires se déforment. Exposés à des variations de 250 degrés, les armatures en métal des panneaux se dilatent et se contractent violemment, déstabilisant Hubble. Les ingénieurs ne voient qu'une solution: changer ces panneaux mal conçus lors d'une future mission de dépannage. Mike et ses collègues savent déjà qu'ils ne pourront effectuer avec Hubble que de très brèves observations. Enfin, un mois après son lancement, le 20 mai 1990, Hubble s'apprête à ouvrir son œil électronique. Les scientifiques attendent les premières images. Vont-elles permettre de justifier les 2 milliards de dollars déjà engloutis par Hubble? La caméra principale s'allume et nous voyons une petite lumière sur l'écran. Une grande clameur s'élève. Je regarde l'écran et je dis: j'ai l'impression que c'est flou. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disaient: est-ce que c'est vraiment supposé ressembler à ça? Ce n'était vraiment pas une image nette. Alors on a dit: eh bien, vous savez, c'est la toute première image. On a des moyens pour améliorer la mise au point. Nous allons nous en occuper, ne vous inquiétez pas. Et je n'étais pas particulièrement inquiet. Alors, pendant un mois ou deux, les ingénieurs ont travaillé dur pour que tout fonctionne. Et la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est la mise au point. C'était toujours flou. Toutes les images envoyées par Hubble sont floues. Ingénieurs et scientifiques commencent à admettre la terrible vérité. Ils ont envoyé dans l'espace un télescope myope. La NASA doit avouer au monde entier qu'Hubble a un problème. La conclusion à laquelle nous avons abouti, c'est que le miroir du télescope serait affecté par un défaut optique. Une question est sur toutes les lèvres. Que s'est-il passé? Ce que nous suspectons, et j'insiste sur ce terme, c'est que le miroir a été fabriqué très précisément, mais à partir de mauvaises valeurs. Le degré de précision du miroir d'Hubble est un point crucial. Toutes les observations en dépendent. Le miroir d'un diamètre de 2,4 mètres concentre la lumière avant qu'elle ne soit envoyée aux différentes caméras, chacune spécialisée dans un type d'observation. Pour que les images soient nettes, la précision du polissage du miroir doit être de l'ordre du centième de millimètre, une tâche complexe qui demande une grande rigueur. Le Congrès américain exige la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Et les conclusions de son rapport sont accablantes. L'appareil qui devait guider le délicat polissage du miroir a été mal calibré. Ce qui s'est passé avec Hubble, c'est vraiment deux gars dans un laboratoire qui un jour essayent d'assembler les pièces de l'instrument de contrôle du polissage. Elles ne s'ajustent pas correctement, mais au lieu de chercher à comprendre pourquoi, ils les ont assemblées en forçant sur les pièces. Et ils ont continué. Et cela a eu pour conséquence de déplacer les optiques de contrôle au mauvais endroit, avec un décalage de 1,3 mm. C'est une toute petite erreur, mais cela a tout bousillé. La commission d'enquête cherche à comprendre comment la NASA a pu laisser passer une telle erreur. Le président de la commission d'enquête a dit au Congrès que nous avions dépensé 5 milliards de dollars en 15 ans pour construire un télescope inutilisable, que c'était un échec de management. Et le manager de l'équipe, c'était moi. Les médias s'acharnent sur Hubble. D'explorateur cosmique, il est brutalement déchu au rang de coûteuses boîtes de conserve myopes. Chaque jour, la presse nous attaquait, mon équipe et moi. Ce n'était pas très agréable de lire les journaux et les nouvelles du soir. Donc j'ai arrêté de regarder tout ça. Hubble est devenu une icône de l'échec. Certains ont quitté le projet. Ils étaient totalement dégoûtés. Mais d'autres sont restés parce qu'ils savaient que le rêve original de Lyman Spitzer était un rêve légitime et important. Et il n'y avait aucune raison d'abandonner simplement parce qu'on rencontrait des difficultés au début. Porté par ce rêve d'ouvrir une fenêtre sur l'univers pour toute l'humanité, une partie des ingénieurs de la NASA, comme Charlie, se mobilisent et tentent de sauver Hubble. Il y a un état d'esprit que j'appelle l'engagement à 100%. Tout ce que je voyais, c'est que je devais réparer le télescope. J'étais le seul qui avait accès aux centaines de millions de dollars qui pouvaient y être consacrés. Le seul capable d'ignorer tout le monde et d'avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Les projets de réparation à distance depuis le sol sont abandonnés. La NASA n'a plus le choix. Elle décide d'envoyer dans les 2 ans une mission de dépannage en orbite. Son coût est estimé à 500 millions de dollars. Pour résoudre les problèmes d'Hubble, il fallait corriger le défaut du miroir. Et il y avait 2 solutions distinctes. La première solution, c'est de modifier la nouvelle caméra principale d'Hubble qui est déjà en développement. Son optique va être adaptée pour compenser les défauts du miroir, puis elle sera installée lors de la future mission de dépannage. Mais pour les autres caméras spécialisées présentes sur Hubble, la solution va être plus complexe, car elles ne peuvent pas être changées. Et donc, il fallait mettre des optiques devant les caméras, pour les corriger, comme des lunettes. Comme les lunettes que je porte maintenant. Et ça, c'était costard. Les lunettes correctrices d'Hubble, appelées COSTAR, font la taille d'une cabine téléphonique. Les ingénieurs et les astronautes ont 2 ans pour préparer la complexe mission de dépannage en orbite. Malgré la myopie d'Hubble, quelques scientifiques tentent de l'utiliser pour leurs recherches, en attendant qu'il soit réparé. Alors qu'il est jeune astrophysicien, Todd, au début des années 90, décide d'observer avec Hubble une galaxie qu'il a déjà scrutée grâce à des télescopes terrestres. Cette image d'une petite galaxie proche porte le nom bizarre de NGC 7457. Le choc quand j'ai vu cette image, j'ai su qu'on tenait quelque chose. J'ai vu ce centre très détaillé. La galaxie était 1000 fois plus compacte et plus dense en étoiles que ce que nous supposions. Et instantanément, j'ai su que nous avions fait une découverte importante. La première chose que j'ai faite, car c'était scientifiquement intéressant, c'est d'écrire un article. C'est le tout premier article publié à partir d'observations d'Hubble. Même avec des images floues, Hubble fait son entrée dans le monde de la science. Ainsi commence une longue collaboration entre Todd et Hubble.
Hubble, quand il travaille pour vous, c'est une connexion directe avec l'univers. C'est une chose merveilleuse. Ce premier succès va orienter la carrière de Todd. Avec Hubble, il va continuer à étudier le cœur des galaxies. Et des années plus tard, il découvrira le lien entre leur densité et la présence d'un objet céleste mythique, un trou noir. En 1992, les pressions sur la NASA sont très fortes. Hubble devait redorer notre blason après l'explosion de Challenger. Les problèmes d'Hubble ont été un désastre sans précédent pour la NASA. La mission de sauvetage est la dernière chance pour la NASA de sauver Hubble, mais aussi de convaincre qu'elle peut toujours mener à bien un ambitieux projet. Car à l'horizon se profile la construction de la future Station spatiale internationale. Alors, inlassablement, astronautes et ingénieurs peaufinent la chorégraphie complexe qui les attend en orbite. En 30 ans, 5 missions sont allées dépanner Hubble. 35 astronautes se sont entraînés intensément. Le travail en apesanteur est simulé en piscine. La NASA dispose du plus grand bassin d'entraînement au monde, dans lequel est immergée une réplique à l'échelle d'Hubble. John Grunsfeld s'y est beaucoup entraîné. Avec 3 missions de dépannage, il est l'astronaute qui a le plus souvent rendu visite à Hubble dans l'espace. Pour chaque mission avec la navette, j'ai tenu à jour une liste de 10 choses importantes à se rappeler lors d'une sortie dans l'espace. Et la règle numéro 1 était être en sécurité. Un seul astronaute français, Jean-François Clairvoy, a fait partie d'une de ces missions de sauvetage d'Hubble. Il y a plusieurs façons de s'entraîner sur le plan de la mécanique du corps, de contrôler son corps en apesanteur. En apesanteur, le corps ne se comporte pas de la même façon. Il faut réapprendre la précision de nos gestes pour pointer, pour attraper un objet, pour nous familiariser avec cet environnement que l'on connaît en continu quand on est dans l'espace. Si vous perdez une simple vis ou le moindre déchet, ça peut causer un énorme problème. Ça peut réduire en pièces Hubble ou même la navette spatiale. La règle numéro 2 était de ne pas casser Hubble et de rester très précautionneux. Hubble, ce n'est pas quelque chose qu'on peut malmener ou forcer sans le casser. Hubble, c'est un petit bijou qui exige beaucoup de finesse, pas d'à-coups. Donc il y a beaucoup d'endroits qui proposent des poignées, des points de fixation, d'ouverture facile de portes pour changer des boîtiers électroniques ou des câblages. Mais il y a des zones très sensibles. Donc un peu partout sur le télescope, il y a des no-touch zones, des zones surtout à ne pas toucher. Même si toutes les précautions sont prises, à chaque mission, les astronautes risquent leur vie pour réparer Hubble. Les vols spatiaux sont très risqués. Vous pouvez exploser sur le pas de tir, vous pouvez brûler en entrant dans l'atmosphère, et les sorties dans l'espace sont très dangereuses. Je m'inquiète beaucoup de ces risques. Je ne veux pas mourir trop tôt, mais pour dépanner Hubble, parce que je suis conscient de ce qu'il apporte à l'humanité, ça vaut la peine de prendre des risques. Parmi tous ces astronautes, 7 d'entre eux vont relever le défi d'aller en orbite pour cette toute première mission de dépannage. En décembre 1993, Catherine Thornton s'apprête à décoller pour rejoindre Hubble et corriger sa myopie. À l'époque, j'étais physicienne pour l'armée américaine. Hubble, c'était une mission géniale. J'ai été très chanceuse d'y participer. C'était difficile. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de pression pour tout faire bien. Mais c'était une superbe opportunité. Catherine Thornton et les 6 autres astronautes vont effectuer une des missions les plus complexes de l'histoire de la navette spatiale.
Helms 1 not required, and it's a beautiful sunrise. It looked awfully good from here, too. Les humains retrouvent Hubble, myope, après 3 ans de solitude autour de la Terre. Hubble, c'est une œuvre d'art en soi. Il réfléchit le ciel sombre. Il réfléchit le bleu des océans. Et la lumière change chaque minute. À chaque fois que vous regardez Hubble, il est différent. C'est un kaléidoscope de beauté. Les astronautes doivent vite s'arracher à la contemplation d'Hubble. Un lourd programme de remise en état les attend. Durant 11 jours, ils vont effectuer 5 sorties dans l'espace de plus de 8 heures chacune, un record de durée de travail en orbite. Nous avons remarqué qu'un des panneaux solaires était tordu, et nous avions peur qu'il ne puisse pas se replier et s'enrouler. Il était prévu de rapporter sur Terre ces panneaux solaires, cause de nombreux problèmes. Mais ils sont tellement abîmés qu'il est trop dangereux de les replier pour les mettre dans la soute de la navette. Le chef de projet a tout de suite pris la décision de se débarrasser de ces panneaux. Nous allions les jeter dans l'espace. Catherine Thornton et un de ses collègues sortent alors pour débarrasser Hubble de ses panneaux solaires défectueux. Une opération très délicate. Lorsque les astronautes sortent du SAS, leur préoccupation principale c'est « Faites que je ne cache pas tout ». Ils ne se soucient pas d'être blessés. On se dit « Oh non, est-ce que je vais être capable de faire ça ?» Et puis on se met au travail et ça s'en va. Nous avons séparé les panneaux solaires du télescope. Ensuite, je me suis éloignée en les tenant. Et elle a tenu les panneaux solaires qui ressemblaient à une aile de ptérodactyle géant. Et puis, elle les a laissés partir et ils se sont envolés. J'avais la meilleure vue de tout l'univers. C'était hypnotisant. Catherine va ensuite tenter de corriger la myopie d'Hubble. Elle va l'équiper de ses imposantes lunettes correctrices COSTAR. COSTAR pesait 300 kilos, ce qui semble énorme, mais je pouvais facilement le déplacer du bout des doigts. La gravité zéro, c'est un grand égalisateur. Je peux être aussi forte que n'importe quel gars pour déplacer cet objet lourd. Le plus difficile, c'est que je ne pouvais pas voir où je le mettais parce que j'avais cette boîte de métal devant moi. Les lunettes sont en place. Catherine a réussi sa mission. Les astronautes installent également la caméra modifiée par les équipes de Todd Lower et des nouveaux panneaux solaires. Hubble semble sauvé. Hubble est relâché. Il part dans l'espace, commencer enfin sa mission d'exploration.
Lorsque nous avons laissé Hubble en orbite et après notre atterrissage, nous n'avions aucune information sur ce qui se passait. Nous n'avons pas fêté le succès de la mission, car si Hubble ne fonctionnait pas, personne n'aurait réussi. Nous étions très nerveux, comme tout le monde, en attendant de savoir si ça allait marcher. 8 jours plus tard, les scientifiques attendent les premières images. Par prudence, la NASA a écarté la presse. Dans la salle de contrôle, Jeff Hester, comme tous les autres, est anxieux. Il y avait une tension à couper au couteau. Après tout cela, nous allions enfin voir une image du télescope que l'on espérait réparer. C'était absolument de la joie pure. Le poids du monde s'est enlevé de nos épaules. Tout allait bien. On a ce truc qui marche maintenant. Donc on peut commencer à s'amuser. Les efforts de 3 générations de scientifiques et d'ingénieurs portés par le rêve de Lyman Spitzer semblent enfin aboutir. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'après son lancement en 1990 et des débuts décevants, les problèmes d'Hubble sont terminés. Voici l'image d'une galaxie prise avec la nouvelle caméra. À gauche, c'est l'image de la galaxie M100 réalisée avec l'ancienne caméra. Et à droite, celle de la caméra qui l'a remplacée. C'est incroyable, la différence entre les photos avant et après. C'est comme si quelqu'un avait enduit vos lunettes de savon, puis d'un seul coup les avait nettoyées. C'était magique. Suite aux réparations d'Hubble, nous allons pouvoir faire la science du 21e siècle. Merci beaucoup. D'une certaine manière, le travail ne faisait que commencer. Nous devions maintenant trouver comment utiliser cet instrument pour faire la science que nous voulions. Hubble commence à envoyer de belles images. Les premières d'une longue série qui va faire rêver le monde entier. Mais pour l'instant, personne ne s'y intéresse. Hubble va encore devoir se battre pour prouver sa valeur. Et pour son premier combat, il va affronter la géante du système solaire. En juin 1994, la communauté scientifique est en pleine ébullition. Une nouvelle comète a été découverte. Elle fonce vers la Terre, avant d'être déviée par Jupiter. Cette comète va changer le destin d'Hubble et celui d'Heidi Hammel. J'étais dans mon bureau et un étudiant est arrivé en courant et m'a demandé « T'as entendu? Une comète va s'écraser sur Jupiter. » Et ma réaction a été « Jupiter est énorme. Même si c'est une grosse comète, elle est toute petite comparée à Jupiter. Elle ne va rien faire du tout. C'est un non-événement. » Mais j'avais tort. Heidi est aujourd'hui une des meilleures planétologues américaines. Elle s'intéresse au système solaire et à son histoire mouvementée. En 1994, ses centres d'intérêt gravitent autour des lointaines planètes Neptune et Uranus. Jusqu'à ce que la NASA lui propose de chapeauter la mission qui va observer l'impact de la comète sur Jupiter à l'aide d'Hubble. Nous ne savions pas vraiment ce que nous cherchions. Nous pensions voir des ondes de choc dans l'atmosphère et d'autres personnes disaient qu'on ne verrait rien du tout. C'est une opportunité exceptionnelle pour les scientifiques. Jamais les humains n'ont pu étudier une telle collision si proche de la Terre. Alors, les observatoires du monde entier se mobilisent.
Et Hubble, à peine guéri de sa myopie, doit se jeter dans la mêlée. C'était un moment décisif, car nous avions toute l'attention du public, et il fallait que ça marche. Alors que nous nous préparions avec Hubble pour ce grand événement, un jour j'ai reçu un coup de fil. Heidi, on veut te dire qu'Hubble est passé en mode sécurisé. J'ai répondu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que nous ne pouvons plus utiliser Hubble. Là, je me suis dit, ok, je vais respirer profondément. 4 jours avant l'événement, alors qu'il est déjà en position, Hubble ne répond plus aux commandes du centre de contrôle de la NASA. Il a subitement plongé dans un coma électronique. Quand il a des problèmes très sérieux, Hubble nous dit « Attendez, 1 minute les gars, je vais m'arrêter ». Et il se met dans ce que nous appelons des modes de sécurité. Il va s'éteindre, se recroqueviller. Ça signifie « Je vais rester là jusqu'à ce que vous trouviez ce qui ne va pas et que vous me répariez ». Parce qu'il doit être intelligent pour faire plein de choses sans notre intervention, Hubble fait beaucoup par lui-même. Il est bien plus vivant que ce que beaucoup de gens imaginent. Les premières analyses révèlent qu'un des modules mémoire d'Hubble est défectueux. Mais les tests eux-mêmes ont un effet inattendu. Et l'état d'Hubble se dégrade. Il plonge dans un coma encore plus profond. Les ingénieurs du centre de contrôle se relaient jour et nuit à son chevet. Ils finissent par découvrir un bug dans l'ordinateur de bord. Une mise à jour est envoyée. Hubble s'éveille enfin 2 jours avant l'impact. Il est à nouveau dans la course à la comète. Elle a été disloquée par la colossale attraction gravitationnelle de Jupiter. Les fragments de la comète sont attirés par l'énorme masse de la planète géante. Il fonce vers sa surface à plus de 200 000 km/h. Le premier impact va se produire le 16 juillet 1994. Le monde entier guette les premières images. Les médias sont tous là, et les scientifiques aussi. Au premier jour des impacts, les découvreurs de cette comète tenaient une conférence de presse, alors que nous étions au sous-sol à attendre la première image. Vous en êtes où? On commence tout juste les observations. C'est pour ça que j'appelais. Elles arrivent? Voilà, les 2 premières images arrivent. Quand la première image est arrivée, il n'y avait rien dessus. Et on s'est dit, ok, c'est ce à quoi on s'attendait. Mais la deuxième image est arrivée. Il y avait un point lumineux. Et là, je me suis dit, waouh, il se passe un truc. Le premier impact se produit hors de la vue d'Hubble, sur la face encore cachée de la planète géante. Mais bientôt, la rotation de Jupiter amène le site de l'impact juste devant l'œil d'Hubble. Jennifer, regarde ça! Est-ce que c'est pas incroyable? Oh mon Dieu! Quand j'ai vu cette image, j'ai compris que ma vie allait prendre une nouvelle direction. Je vivais un événement très important et j'étais au centre de tout ça. Heidi et son équipe sont enthousiasmés par l'image de l'impact parfaitement captée par Hubble. Mais à l'étage au-dessus, la conférence de presse des découvreurs de la comète n'est pas parcourue par la même excitation. Ils sont tous assis là, très calmes, expliquant qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, alors que nous, à l'étage en dessous... Et à ce moment-là, j'ai dit, on ne peut pas leur cacher. C'est leur comète, ils doivent voir cette photo. Donnez-moi une impression laser de l'image de la comète. Je vais leur montrer. Et les gens autour disaient, non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. C'est une conférence de presse officielle de la NASA. Ça m'est égal, nous devons leur montrer. Heidi va débarquer dans la salle de conférence. Nous pourrions peut-être voir quelque chose.
mais seulement dans le cas où les objets seraient assez gros. Pourquoi cacher ces résultats? Nous devions les partager et partager notre joie. Gene Shoemaker, le découvreur de la comète, m'a dit qu'il serait très étonné si on ne voyait rien. Alors il ne va pas être étonné, on a vu des choses vraiment étonnantes. Voici une image brute. Elle vient juste de sortir. On y voit bien le site de l'impact. Je pense qu'il est très important que les scientifiques partagent la joie de ce qu'ils font, l'excitation de ce qu'ils font. On va avoir une semaine d'observation vraiment géniale. Comme prévu par les scientifiques les plus optimistes, pendant une semaine, les fragments de la comète viennent un par un heurter violemment la surface de Jupiter. Hubble est le témoin privilégié de l'impact. Il capte des images incontestablement plus précises que ses concurrents terrestres. L'analyse de ces images permet d'estimer la taille du plus gros cratère, 12 000 km, soit le diamètre de la Terre. Mais la vraie surprise, c'est l'énergie dégagée par les impacts. Elle est équivalente à 6000 fois l'ensemble de l'arsenal nucléaire de la Terre. Un tel cataclysme sur une planète voisine frappe l'imagination du public et celle des politiques. Après la comète Shoemaker, notre équipe a été invitée au Congrès pour présenter nos observations de Jupiter. Et ça a fait prendre conscience au Congrès que cette idée de chercher des astéroïdes proches pouvant frapper la Terre n'était pas un truc d'astronome fou. Grâce aux images capturées par Hubble, le Congrès demande à la NASA de mettre en place un programme d'observation pour détecter les objets célestes qui pourraient nous menacer. Encore aujourd'hui, il surveille les parages de la Terre. Hubble est pleinement opérationnel depuis 2 ans. Après ces observations exceptionnelles de l'impact sur Jupiter, il commence tout juste à apparaître dans les publications scientifiques. Mais il peine encore à faire oublier ses débuts calamiteux auprès des médias et du grand public. La NASA cherche un moyen de regagner leur faveur sans se mettre à dos la communauté des chercheurs, pour qui Hubble ne doit être qu'un instrument scientifique. En 1995, une image née dans le cadre d'un projet de recherche va tout changer. Je voulais étudier l'influence des étoiles très chaudes et massives sur leur environnement. La nébuleuse de l'Aigle est l'un de ces endroits. Jeff assemble une mosaïque à partir de 32 images capturées dans une petite zone de la nébuleuse de l'Aigle. Nous avons tout de suite perçu que c'était spectaculaire. Mais à l'époque, nous n'avions pas idée que cette image deviendrait le symbole de la guérison d'Hubble. Je me souviens très bien de ma réaction. Oh mon Dieu, j'avais jamais vu une image astronomique produire un tel impact sur moi. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Baptisée les piliers de la création, cette image est d'abord exceptionnelle sur le plan scientifique. Hubble nous montre ici une région du cosmos très particulière où naissent les étoiles. Il y a 4 milliards d'années, notre Soleil s'est formé dans une zone similaire. Vous contemplez quelque chose qui parle de nos racines, de nos origines, de la façon dont nous sommes arrivés jusqu'ici. Les piliers sont gigantesques. Ces colonnes de gaz et de poussière s'étendent sur 50 000 milliards de kilomètres. Pour les parcourir d'un bout à l'autre, la lumière met 5 ans, alors qu'elle ne met que 5 heures pour traverser notre système solaire. Ce qu'on voit ici, ce sont des zones de matière assez denses, froides, du coup elles apparaissent noires, et en fait, pas très loin, il y a des étoiles massives qui, elles, sont extrêmement brillantes, et ce qu'elles vont faire, c'est finalement abraser le bord de ces zones noires.
le rayonnement puissant des étoiles heurte violemment les poussières noires au bord des piliers. En fait, ce processus va déstabiliser ce nuage noir et va provoquer la formation de nouvelles étoiles. Et donc, sur le bord vont apparaître des nouvelles étoiles. Et puis, de temps en temps, si vous regardez bien, vous allez voir des petites zones avec des petites éjectats très forts. Ça, ce sont les bébés étoiles qui font des hoquets, qu'on peut repérer comme ça assez facilement. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est un côté de création, de formation d'étoiles. C'est une peinture abstraite qui est un cadeau, quelque part, que l'univers nous a fait. Donc, on a ce côté émerveillement, ça même en tant qu'astronome, qu'on peut ressentir devant des images pareilles. Et celle-là est une des plus belles, effectivement. L'image des piliers de la création est publiée en novembre 1995 dans un article scientifique. L'image attire immédiatement l'attention, bien au-delà de la communauté des chercheurs. J'ai vite compris que cette image allait être une aventure étonnante. Car juste après la conférence de presse où nous l'avons diffusée, j'ai reçu un appel de CNN et ils voulaient m'interviewer. C'était inattendu. La NASA comprend que quelque chose d'inhabituel pour une image scientifique est en train de se passer. Les piliers deviennent rapidement une des premières images virales. L'effet sur le public est comparable à celui d'une œuvre d'art. Le monde entier semble envoûté par la beauté des piliers de la création. Cette image s'est propagée partout. Elle est sur un timbre-poste américain, sur des couvertures de magazines, dans des publicités. Elle a clairement attiré l'attention de nombreuses personnes. Les piliers de la création, c'est une image étonnante. Elle a fait la couverture du magazine Time. Ça n'arrive pas souvent avec des images scientifiques. Hubble a vraiment jeté un pont entre l'art et la science. Il n'y a plus de différence. L'art et la science ne font plus qu'un avec Hubble. Avec les piliers de la création, Hubble change de statut. Il devient bien plus qu'un simple instrument scientifique. C'est un outil de création. Je vois Hubble comme un outil ou comme un instrument de musique. Hubble est devenu un instrument de création, capable de nous restituer un univers aux couleurs chatoyantes. Mais à l'origine, Hubble a été conçu comme un instrument scientifique. Ces caméras ne capturent que des données en noir et blanc. Elles permettent d'analyser la composition chimique des objets célestes observés grâce à des filtres. Ils ne vont laisser passer que la lumière en provenance d'éléments spécifiques comme l'hydrogène ou le soufre. Les images originales, en noir et blanc, doivent être mélangées, colorisées pour obtenir l'image finale en couleur. C'est le travail de graphistes aux compétences très particulières, comme Alyssa Pagan. Selon moi, le travail que je fais mélange art et science. Qu'est-ce que les données essaient de me dire? Que faut-il mettre en valeur? J'essaie vraiment d'écouter ce que me disent les données. Je me vois comme un messager qui possède à la fois des connaissances en art et en astronomie. Quand on prépare les images de Hubble pour le public, on essaie de vous faire vivre une expérience de l'univers. Pour cela, on emprunte à la photographie, aux arts. On utilise des techniques pour faire ressortir les détails, pour composer l'image et la rendre lisible. Ainsi, vous pouvez apprécier et ressentir le merveilleux, la magie de ces images. Certaines images d'Hubble ressemblent à des tableaux. Ce n'est pas un hasard. Les artistes comme Alyssa utilisent des codes visuels déjà présents dans notre culture collective. Ils s'inspirent notamment des peintres qui ont popularisé, à la fin du 19e siècle, les paysages sauvages de l'Ouest américain. De nombreuses images de Hubble rappellent des paysages terrestres. Voici la nébuleuse d'Orion, avec cette immense vallée qui mène à un amas d'étoiles. Toutes les techniques développées par les artistes pour peindre des paysages sont directement utilisables pour ces paysages cosmiques.
Ce qu'on avait avec les paysages anciens, on va le retrouver ici avec des paysages célestes. Alors ces paysages, on peut les appeler en anglais les spacescapes, à la place de landscape. Donc c'est vraiment des paysages spatiaux. L'une des raisons pour lesquelles les gens réagissent autant à ces images, c'est qu'elles rendent le cosmos réel. Avec Hubble, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, à mon avis, c'est que l'univers il nous est devenu familier. Et pas simplement pour les scientifiques, pour tout le monde. C'est devenu aussi connu que les images de New York, que de la plage en Californie ou autres. En étant si présentes dans notre culture, ces images donnent au public un sentiment d'appartenance à l'univers. Nous devenons connectés à ces lieux cosmiques. C'est une contribution très forte à notre culture. Il ne s'agit pas de la culture d'une nation, mais de celle de l'humanité tout entière. Ces images ont servi d'arrière-plan dans de nombreux films et séries télé. Elles ont été absorbées par notre inconscient collectif. Elles font partie de notre culture et de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. À la fin des années 90, Hubble a fait oublier sa tare initiale. Commence alors pour lui une période faste et riche. L'univers tout entier devient un nouveau continent à explorer. Enfin, nous pouvions nous embarquer dans ce grand voyage de découverte. Dès que nous pointions le télescope quelque part dans le ciel, nous récoltions des données. À chaque fois, nous voyions quelque chose de nouveau, de merveilleux et d'extraordinaire. Hubble, c'est voir, c'est la vision. C'est drôle, vous savez, nous les astronomes, on ne fait que regarder. Mais il y a tellement de choses qu'on n'avait pas encore vues. C'était devant nous. Il nous manquait juste le bon outil. Les découvertes se succèdent. Hubble observe avec une précision jamais atteinte auparavant les belles structures nées des derniers soubresauts des étoiles en fin de vie. En février 1997, une mission dote Hubble de nouvelles capacités. Une caméra étend sa vision jusqu'à l'infrarouge et son système informatique est amélioré. C'est surtout un nouvel instrument qui suscite beaucoup d'espoir chez les scientifiques. Un détecteur de trous noirs capable de mesurer leur taille et leur masse. Todd est l'un des premiers à l'utiliser. Avant Hubble, les trous noirs étaient considérés comme des bizarreries peu courantes. Une chose étonnante, c'est qu'à chaque fois que nous observions les galaxies avec Hubble, nous trouvions des trous noirs. Nous avons alors compris que ce ne sont pas des objets rares éparpillés dans l'espace, mais qu'ils sont bien présents dans toutes les galaxies. Hubble révèle aussi que ces trous noirs au centre des galaxies sont extrêmement massifs, comme celui qui est au cœur de la galaxie M87. C'est l'un des plus grands trous noirs que nous connaissons. Il est impressionnant, de la taille de notre système solaire. Avec sa masse gigantesque, ce trou noir attire tout ce qui l'entoure. Il rejette une partie de cette matière sous forme du puissant jet de particules qui trahit la présence de ce monstre dans la galaxie M87. Nous avons découvert que le poids des trous noirs dépend des caractéristiques de leur galaxie hôte. Nous savons maintenant que les galaxies et les trous noirs vont ensemble. Ils se forment ensemble, ils grandissent ensemble et ils s'influencent mutuellement. C'est un tout. C'est comme le cœur d'une personne. Hubble a changé notre regard sur les trous noirs. Ils étaient considérés comme des objets célestes rares et synonymes de destruction. Mais finalement, ils semblent liés à la vie même des galaxies. Hubble est de plus en plus sollicité. Des milliers de chercheurs du monde entier espèrent avoir la chance de scruter l'univers au travers de ses yeux.
Pour la première fois, les portes de l'espace sont ouvertes à toute la communauté scientifique. Nous disons toujours que c'est un observatoire public géré démocratiquement. Tout le monde peut être candidat pour observer avec Hubble, mais vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres personnes. Et seuls les meilleurs projets, ceux qui se détachent, sont sélectionnés pour bénéficier de temps d'observation avec Hubble. Ainsi, plusieurs centaines de milliers de scientifiques ont utilisé Hubble. Leurs travaux ont donné lieu à plus de 17 000 articles. Hubble est devenu une star de la science. Et il va bientôt devenir une star mondiale. Au début des années 2000, Hubble entre dans la culture populaire et séduit la Terre entière. Il bénéficie de l'aide d'un allié de poids né en même temps que lui. Le succès populaire d'Hubble est un peu accidentel, car il a grandi en même temps que l'Internet se développait. Hubble produit des images numériques. Nous avons pu les traiter et les distribuer plus rapidement grâce au web. Le public a été très vite accro à sa dose quotidienne d'images célestes, et notre site web est rapidement devenu populaire. C'est cette combinaison parfaite qui a permis aux images d'Hubble de se répandre si rapidement partout dans le monde. Elle se retrouve sur l'ordinateur d'un fermier du Minnesota ou d'une étudiante russe. Puis, les images de l'univers sortent des ordinateurs et se déclinent sur tous les supports. Hubble s'est diffusé bien au-delà de la science. Récemment, je cherchais en ligne des serviettes de plage et j'en ai trouvé avec des images d'Hubble. Vous pouvez en avoir sur des t-shirts, sur des mugs. Hubble est sorti de la science pour entrer dans la culture populaire. Si vous le désirez, Hubble peut faire partie de votre vie quotidienne. Une étude réalisée sur les posters présents dans les écoles témoigne de cette irruption des images de l'univers dans les lieux de la vie courante. Il y a 6 ou 7 ans, les images du télescope spatial Hubble ont supplanté les dinosaures comme thème dominant sur les murs des salles de classe. Depuis Hubble, l'univers est omniprésent dans la culture humaine. Et cela change notre manière de penser. L'idée de pouvoir montrer un peu tous ces bébés étoiles, ces étoiles mourantes, ces groupes d'étoiles. On a vraiment toute une espèce d'énorme écosystème dont on fait partie. Du coup, on peut directement se poser la question de notre place dans cet écosystème. Hubble met en perspective notre existence. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Nous ne sommes pas une création particulière. L'univers est bien plus vaste que nous ne l'avions imaginé. Les images d'Hubble provoquent en nous un sentiment d'appartenance, car nous faisons tous partie de quelque chose de merveilleux. Cela amoindrit vraiment nos différences. Et nous pouvons en faire l'expérience, tous ensemble. Nous vivons les derniers soubresauts d'une ancienne manière d'envisager l'univers. Hubble nous fait un peu dégringoler de notre piédestal. Hubble fête sa première décennie d'exploration. En 10 ans, 4 missions sont venues le dépanner et le doter d'instruments plus performants. L'avenir d'Hubble semble radieux. Mais l'histoire de la conquête spatiale va de nouveau bégayer. FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures. Le 1er février 2003, après une longue mission scientifique en orbite, 7 astronautes reviennent sur Terre. Dès leur entrée dans l'atmosphère, des alertes se déclenchent. La coque atteint une température critique. Mais il est trop tard pour réagir. La navette Columbia se désintègre. Marty, can you confirm that the DDMS folks in the Dallas area have been mobilized to the extent we're able to? Yeah, RCC, the Rescue Coordination Center, is mobilizing to that area, and they're seeing what they can do to help us. Copy. Stephen Beckwith
vient juste d'arriver à la tête de la mission Hubble. Une fois qu'il était clair que la navette avait explosé, la NASA a décrété un blackout. Plus de vol de navette pendant un certain temps. Et nous pensions que ça entraînerait un peu de retard pour nous, mais pas un arrêt total. L'enquête révèle que le bouclier de protection thermique des navettes est trop fragile et qu'il souffre d'un défaut de conception. Le président George Bush prend alors une décision radicale. En 2010, les navettes spatiales, après 30 ans d'activité, seront arrêtées définitivement. John O'Keefe, le directeur de la NASA, tire les conséquences de l'arrêt des navettes. Hubble ne sera plus dépanné. Et ça a été un choc. On ne s'attendait pas à ça. Il était important pour moi d'essayer de faire annuler cette décision. S'il n'est pas dépanné une dernière fois, la fin d'Hubble est proche. Mais une chose étonnante est arrivée. Le jour suivant l'annonce de O'Keefe, j'ai vérifié mon courrier électronique et ma boîte de réception était inondée de courriels du monde entier. Des gens me demandaient comment il était possible que Hubble soit abandonné. C'étaient des gens de tous les horizons, de partout dans le monde. Il y avait un énorme soutien populaire pour Hubble. Ce télescope signifiait pour les gens des choses que nous n'avions jamais envisagées auparavant. Ces images faisaient partie de la vie de ces gens. C'était aussi simple que ça. Et c'était une surprise pour moi. Il est rare qu'un outil scientifique suscite ce genre de réaction populaire. Hubble est probablement unique à cet égard. Il reste peu de temps pour dépanner Hubble avant l'arrêt des navettes spatiales. Face à cette urgence, le mouvement de soutien populaire prend de l'ampleur. Beaucoup de gens se sont levés et se sont rebellés, y compris des astronautes. Ce qui m'a le plus touché, ce sont les écoliers qui envoyaient leur argent à la NASA pour financer la mission de sauvetage de Hubble. Bien sûr, le sauvetage de Hubble a coûté 1,5 milliard de dollars. Mais ça m'a appris que la responsabilité que l'on m'avait confiée pour prendre soin de ce télescope concernait beaucoup de monde, et pas seulement moi. Ça m'a aussi donné une force immense, parce que les gens n'arrêtaient pas d'écrire « Vous nous représentez, vous devez mener ce combat pour nous. Vous devez garder Hubble en vie. » Steven va se battre et tenir tête à son administration pendant 3 ans. Finalement, un nouveau directeur général de la NASA est nommé. Sa première décision va être cruciale pour l'avenir d'Hubble. Avant leur mise en retraite, nous allons ajouter au programme des navettes une mission d'entretien pour le télescope spatial Hubble. Grâce au soutien populaire, au combat de Steven et d'autres scientifiques, Hubble est sauvé. Il va bénéficier d'une dernière mission de réparation. Je me suis senti bien. J'ai eu un sentiment de satisfaction. Et j'ai compris que nous avions remporté une bataille en permettant à Hubble de continuer encore 12 années ou plus. Le 11 mai 2009, la toute dernière mission vers Hubble décolle. C'était nécessaire, car Hubble était alors en mauvais état. Il n'avait pas été dépanné depuis longtemps. Hey, that's terrific news. I guess the last time we've seen Hubble up close was March of 2002, so that's great to hear. Thank you. Les astronautes capturent Hubble en mauvais état. Des stabilisateurs sont en panne, 2 caméras ne fonctionnent plus, ses batteries et son ordinateur semblent en fin de vie. Houston, Atlantis. Hubble has arrived on board Atlantis with the arm. Atlantis, Houston, we copy. It's great to be back with the telescope. Les astronautes auront bien besoin des 12 jours de mission pour le soigner.
John Grunsfeld va retrouver Hubble pour la 3e fois. J'étais tout sourire, parce que premièrement, j'adore les sorties dans l'espace. Et deuxièmement, j'étais à côté de mon vieil ami, le télescope spatial Hubble. Et je souriais aussi, car notre mission principale à Drew et moi, c'était d'installer la nouvelle super caméra numérique qui allait nous aider à percer les mystères de l'univers. La première chose à faire, c'était de retirer l'ancienne caméra. C'était une grosse caméra de la taille d'un piano à queue, maintenue par seulement 2 boulons. Drew a voulu les enlever. Je pouvais voir son bras accumuler de la force et il a fait... clic, 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 clic. Ils actionnent le tournevis et rien ne se passe. Ils ne tournent pas. Et soudain, mon grand sourire a disparu et j'ai pensé, ce n'est pas bon. J'étais extrêmement désemparé et inquiet. Toute la mission est remise en question. La nouvelle caméra a demandé 11 ans de développement et coûté 100 millions de dollars. Mais à cause d'une simple vis bloquée, les astronautes ne peuvent pas enlever l'ancienne caméra. S'ils forcent trop sur cette vis, elle risque de se casser. Ce scénario, c'est le cauchemar des astronautes et des ingénieurs. Aussi, ils ont développé des outils électroniques qui permettent de contrôler précisément les forces exercées sur chacun de ces boulons et vis. Voici certains des outils utilisés par les astronautes pour le dépannage de Hubble. Ça, c'est le pistolet tournevis électrique. Et pour l'utiliser, vous l'allumez, vous sélectionnez la direction, puis la vitesse, et vous appuyez sur la gâchette. Plus de 200 outils spéciaux ont été inventés pour travailler sur Hubble. Pourtant, en ce jour de mai 2009, aucun des outils automatisés ne semble capable de sauver la caméra principale d'Hubble. Il faut tenter le tout pour le tout. Le seul choix qui s'offrait à nous était donc d'essayer de dévisser sans la sécurité anti-casse. L'un des 2 astronautes, Drew, est mécanicien automobile. C'est son hobby. Il a pris une clé à molette en main et il l'a manipulée doucement. Okay, here we go. I think I got it. It turned. It definitely turned. Yep, it turned. Et la vis est sortie. Je me suis senti bien. Le désastre a été évité. Mais c'est la seule fois où je n'ai pas été heureux lors d'une sortie dans l'espace. Je pense qu'un ange gardien était assis sur l'épaule de Drew et lui a dit « Utilise tes mains, utilise tes compétences personnelles, mets-y tout ton esprit et ton corps, tu vas y arriver. » Et d'ailleurs, cette caméra est maintenant la plus utilisée sur Hubble. À l'issue de la mission, Hubble n'a jamais été aussi performant. Les astronautes l'ont soigneusement préparé à continuer seul son exploration de l'univers. J'ai eu un dernier moment avec Hubble. J'ai dit quelques mots, puis je lui ai donné une petite tape et un salut. Hubble isn't just a satellite. It's about humanity's quest for knowledge. And we wish Hubble the very best. La nouvelle caméra tient ses promesses. Elle produit des images somptueuses. Les chercheurs vont également utiliser la sensibilité accrue de la nouvelle caméra pour revisiter le Deep Field. Ils vont scruter longuement le même petit fragment de ciel que 20 ans plus tôt. Avec cette nouvelle caméra, Hubble capte la lumière émise par des objets célestes il y a très longtemps, jusqu'à des milliards d'années. Hubble s'approche enfin de l'époque du Big Bang.
L'astronomie est la seule science qui vous permet de regarder directement dans le passé. L'archéologie et la paléontologie sont formidables, mais elles ne voient que des fossiles. À cause de la vitesse constante de la lumière, les objets célestes que nous voyons sont tels qu'ils étaient lorsque la lumière les a quittés. Avec l'extrême Deep Field, Hubble franchit un nouveau cap. Il produit l'image qui remonte le plus loin dans la jeunesse de notre univers, 500 millions d'années seulement après le Big Bang. Il nous montre nos origines il y a 13,2 milliards d'années. Cette image nous éclaire aussi sur notre futur lointain. La formation d'étoiles s'est produite surtout lors des 2 ou 3 premiers milliards d'années après le Big Bang. Et ensuite, elle a diminué de façon spectaculaire. La plupart des naissances d'étoiles sont achevées. Et l'univers est en train de s'éteindre. Mauvaise nouvelle. Les pouponnières d'étoiles sont de moins en moins productives. Hubble nous montre que l'univers va se dépeupler, mais pas avant des centaines de milliards d'années. Au sommet de ses capacités, Hubble va s'atteler à la grande mission pour laquelle il a été initialement conçu. Hubble, le télescope, va continuer les travaux de son père spirituel, Edwin Hubble, sur l'expansion de l'univers. Depuis 80 ans, les astrophysiciens espèrent pouvoir déterminer précisément la vitesse à laquelle l'univers se dilate, entraînant les galaxies à s'éloigner les unes des autres. Cette expansion de l'univers, on peut l'assimiler à un cake au raisin, par exemple, que l'on met au four. Au départ, ce cake est écrasé au fond du moule et pendant qu'il cuit, le cake est en train de gonfler. Et en fait, en gonflant, ce que l'on voit, c'est que ces raisins au sein de la pâte s'éloignent les uns des autres. Chacun des raisins représente les galaxies qui constituent notre univers et au fur et à mesure de la vie de l'univers, ces galaxies s'éloignent les unes des autres. Connaître cette vitesse d'expansion permet de répondre à une question qui nous concerne tous. L'expansion de l'univers va nous permettre de déterminer l'âge de l'univers. On peut remonter à l'époque à laquelle 2 galaxies aujourd'hui éloignées d'une certaine distance étaient en fait en un seul point. Jusqu'ici, l'estimation de l'âge de l'univers variait entre 10 et 20 milliards d'années. Mais un chiffre beaucoup plus précis a été calculé. Et c'est la découverte de Edwin Hubble et les mesures précises qui ont été obtenues avec le Hubble Space Telescope qui ont permis d'aboutir à cette mesure de l'âge de l'univers de l'ordre de 13,8 milliards d'années. Mais cette mesure précise de la valeur de la vitesse d'expansion de l'univers va plonger les astrophysiciens dans une crise profonde dont ils ne sont toujours pas sortis. Toutes leurs certitudes sont balayées. Cette accélération de l'expansion de l'univers contredit tout ce que l'on connaît. C'est comme si, alors qu'on arrêtait de pédaler sur une route plate, au lieu de ralentir peu à peu par les différents frottements, on se mettrait à accélérer. Pour pallier à cet effet d'accélération de l'expansion de l'univers, il faut rajouter une force qui est responsable de cette accélération parce qu'on ne comprend pas trop d'où elle vient sinon. Alors on appelle ça joliment matière noire, énergie noire, ça fait rêver, c'est très joli, mais ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. La découverte du fait que l'univers s'étend de plus en plus vite depuis 6 milliards d'années a été une révolution pour les scientifiques, parce qu'elle suggère qu'il existe dans l'univers une forme d'énergie totalement inconnue. Depuis 20 ans, les scientifiques semblent perdre du terrain sur la compréhension des lois de la physique. Parfois, plus on avance et moins on en sait. C'est le cas de l'énergie noire. Elle occuperait 70% de l'univers. C'est-à-dire qu'alors qu'on a cherché à affiner notre compréhension, on a au contraire mis en évidence qu'il y a 70% de l'univers auquel on ne connaît absolument rien. Ça, c'est la joie de la recherche scientifique. On adore quand ça devient de plus en plus mystérieux. C'est souvent le cas. Un instrument comme Hubble apporte probablement plus de questions que de réponses. Et en tant que scientifiques, nous aimons ça. C'est le plein emploi pour nous. Hubble, depuis plus de 30 ans, a fourni des clés essentielles pour comprendre notre univers. Mais la liste des mystères à percer est longue. Hubble
a encore beaucoup à faire. Malheureusement, ses observations sont de plus en plus souvent perturbées par de longues périodes de comas électroniques dues à des pannes. On a eu une frayeur il y a quelques mois. L'ordinateur de bord qui contrôle les instruments scientifiques nous a causé des problèmes. Donc même si à ce moment-là nous pensions avoir perdu Hubble, il est de nouveau opérationnel aujourd'hui. Il tient le coup étonnamment. Il tient bien le coup. Hubble ne va pas durer éternellement. C'est impossible. Il est dans l'espace, dans un environnement hostile. Quelque chose va mal tourner un jour. Il s'arrêtera de fonctionner. Ce sera très dur quand ça arrivera. Je sais que Hubble est un robot, mais il fait partie de ma vie depuis 27 ans. Je travaille depuis si longtemps avec Hubble que pour moi, c'est comme un ami. Moi, le jour où Hubble ne fonctionne plus, je pense que je verse une larme, très honnêtement. Je deviens très émotive. C'est une question qui me hante. Je me demande toujours quelle panne mettra fin à son fonctionnement et causera la mort d'Hubble. Pour garantir à Hubble une longue vie, tous ses organes principaux ont été installés en double. Le problème, c'est qu'au fil des pannes, les ingénieurs ont basculé sur de nombreux modules de secours. Si ces secours tombent en panne, Hubble ne pourra plus fonctionner. Mais ce ne serait peut-être qu'une extinction provisoire. Ce que nous ne pouvons pas faire pour l'instant, c'est d'envoyer une navette spatiale pour le réparer ou pour installer de nouveaux instruments. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas de nouveau aller jusqu'à Hubble. Depuis 10 ans, les navettes spatiales de la NASA ne volent plus. Mais les récents développements de l'industrie spatiale privée pourrait tirer parti d'un aménagement fait par John lors de la dernière mission de dépannage en 2009. L'une des missions que j'ai accomplies lors de ma première sortie dans l'espace a été d'installer un anneau d'amarrage sur Hubble. Cet anneau pourrait permettre à des capsules de s'amarrer à Hubble. Ainsi, des sorties dans l'espace pourraient être effectuées. Le module Crew Dragon de SpaceX pourrait s'amarrer à Hubble grâce à l'anneau installé par John. Je pense donc que dans 4 ou 5 ans, il sera tout à fait possible de retourner voir Hubble avec des astronautes en combinaison spatiale pour effectuer une nouvelle mission de réparation. Et peut-être lui donner encore 10, 20 ou même 30 ans de vie. La vie d'Hubble pourrait être ainsi considérablement prolongée, à moins qu'il ne soit ramené sur Terre pour finir dans un grand musée. Hubble y aurait sa place, en raison de ses contributions exceptionnelles à la science et à la culture humaine. Personne n'aurait jamais imaginé à quel point Hubble allait captiver le public. Il a emmené le monde entier en voyage avec lui. Aucun autre outil scientifique n'a jamais fait cela. Dans la science-fiction, on voyage plus vite que la lumière. Les gens grimpent dans leur vaisseau spatial et ils vont partout. Ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas nous téléporter, mais nous pouvons utiliser Hubble pour nous emmener jusqu'à ces lieux célestes, les rapporter ici, sur Terre, et les intégrer à notre compréhension du cosmos. Nous pouvons voyager avec notre esprit. Juste en regardant les images de Hubble, cela devient possible. You can do that.